علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن الكاشي. Je vais vous parler aujourd'hui de Riyath ad-Din Jamshid al-Kashi, l'un des derniers savants novateurs de l'Empire musulman. Il est issu d'une famille très modeste, et comme il le raconte lui-même, il a souffert de la pauvreté durant toutes ses années d'études et ses premières années de recherche. Il est né à Kashan, une cité iranienne entre Ispahan et Qom. On ne connaît pas sa date de naissance, mais on la situe généralement au début de la seconde moitié du XIVe siècle. Quant à la date de sa mort, toutes les sources s'accordent pour la fixer au 22 juin 1429. Quelques mots d'abord sur le contexte dans lequel a grandi notre futur savant. Il est caractérisé par une situation très agitée et souvent instable. En effet, c'est l'époque des offensives mongoles, dirigées par Tamerlan, et qui aboutissent au contrôle de la Perse, de l'Irak et d'une partie de la Syrie, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer sur la société et sur l'économie de ces régions. Sur un plan personnel, l'orientation future du jeune Jamshid a été manifestement déterminée par les enseignements que lui a prodigués son père, qui était un professeur de mathématiques. C'est vraisemblablement lui qui lui a inculqué les bases de cette discipline. Plus tard, c'est encore lui qui lui aurait fortement conseillé de se spécialiser en astronomie. Il semble d'ailleurs qu'Al-Kashi a continué, même à l'âge adulte, à écouter les orientations de son père et à tenir compte de ses avis. C'est ce que l'on peut déduire du contenu de 2 lettres qui nous sont parvenues et qui ne représentent probablement qu'une partie du courrier qu'il a échangé avec lui. Après son premier cursus, le jeune Jamshid a suivi auprès de professeurs dont il ne donne pas les noms des formations ou des perfectionnements dans 3 domaines: les mathématiques, l'astronomie et la médecine. C'est probablement après avoir complété sa formation qu'il est revenu dans sa ville natale où il a débuté ses travaux en astronomie. La date de ce retour ne nous est pas connue, mais nous savons qu'il a eu lieu avant 1406, puisqu'il dit avoir observé une éclipse de lune à Kashan au mois de juin de cette année-là. Il continuera d'ailleurs, au cours des 2 années suivantes, à faire des observations analogues. Parallèlement, il entreprend la rédaction d'ouvrages scientifiques. En 1407, il publie un traité sur les distances et les diamètres des 7 planètes visibles, avec une dédicace à un personnage de la région. En 1410, il rédige en persan, pour le sultan Iskandar, un descendant de Tamerlan, un abrégé sur la science de l'astronomie. On peut donc supposer qu'à partir de cette date, sa situation matérielle a commencé à s'améliorer grâce à l'aide financière des personnes à qui il dédiait ses publications ou qui les lui commandaient. En 1413, il achève l'une de ses œuvres les plus importantes, le Khaqani-Zij, un ensemble de tables astronomiques dédié à Haqqan, un des petits-fils de Tamerlan, qui restera dans la postérité sous le nom de Ulugbek. Vers 1415, Al-Kashi publie 2 autres ouvrages d'astronomie, l'un en persan et l'autre en arabe. Le second, qui porte le joli titre de Nuzhat al-Hada'iq, l'agrément des jardins, contient la description de 2 instruments astronomiques qu'il avait inventés. Le premier a la forme d'un astrolabe, et il sert à faire des mesures. Le second est un instrument de calcul. Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle Al-Kashi se rend à Samarcande, sur invitation d'Ulugbek, qui était alors gouverneur de la Transoxiane. Mais cela pourrait bien être aux environs de 1421, après l'achèvement de la construction de la nouvelle madrasa. À cette époque, et par la volonté de Tamerlan, la ville était devenue la capitale du pouvoir mongol. En tant que telle, elle avait bénéficié des richesses récupérées par les armées mongoles au cours de leurs expéditions. Elle a également profité du savoir-faire des artisans des villes conquises par Tamerlan comme Halab et Damas, qui avaient les meilleurs artisans du verre émaillé. Vers 1424,
le prince Ulugh Beg ouvre un nouveau chantier, celui du futur observatoire de la ville. Al-Kashi est chargé de la conception de cet établissement scientifique et de ses différents éléments. Dès l'achèvement des travaux, Al-Kashi est à nouveau sollicité, cette fois-ci pour réfléchir à l'équipement de l'observatoire en instruments scientifiques et à sa dotation en livres spécialisés. Malgré toutes les activités que je viens d'évoquer, et qu'il menait avec ses autres collègues, qui avaient été recrutés pour le fonctionnement de la madrasa et de l'observatoire, Al-Kashi trouvait du temps pour faire des recherches personnelles et pour rédiger de nouveaux écrits. C'est ainsi qu'en 1424, il publie un important traité intitulé Al-Risala al-Muhitiyya, l'épître sur la circonférence, consacré exclusivement au calcul de la valeur de pi, le fameux nombre qui intervient en particulier dans la mesure du périmètre et de la surface d'un cercle. Au début de son épître, Al-Kashi précise pourquoi il a fait ce calcul. Il dit qu'avant lui, toutes les valeurs de ce nombre, calculées par ses prédécesseurs, entraînaient des erreurs importantes lorsqu'il s'agissait de cercles de très grand diamètre. Il s'est donc imposé une condition qu'aucun calculateur n'avait prise en considération avant lui. Fixer dès le départ l'erreur à ne pas dépasser, de sorte que si le diamètre du cercle était 600 000 fois celui de la Terre, l'erreur qu'on commettrait sur la valeur de pi serait inférieure à l'épaisseur d'un crin de cheval. Et c'est lui qui dit cela. Cette exigence lui a permis de calculer cette valeur avec 16 chiffres après la virgule, ce qui est impressionnant pour l'époque. Pour apprécier cette performance, il faut préciser qu'à la fin du XVIe siècle, soit plus de 150 ans après la mort d'Al-Kashi, von Roman, un mathématicien flamand, donnera une valeur approchée de pi avec 15 chiffres après la virgule. Et il faudra attendre encore quelques années pour que Ludolf von Soelen, un autre scientifique flamand, calcule cette même grandeur avec une précision cette fois plus grande que celle de l'astronome de Samarcande. Quelques années plus tard, Al-Kashi publie une autre épître intitulée Risalat al-Watar wal-Jayb, épître sur la corde et le sinus. Il s'agit cette fois de calculer sinus 1 degré, une valeur constamment utilisée par les astronomes. Là aussi, le calcul effectué est d'une très grande précision, puisque le résultat est obtenu avec 18 chiffres après la virgule. Le procédé qu'il a utilisé, très original pour l'époque, est encore enseigné aujourd'hui. En 1427, Al-Kashi publie Miftah al-Hisab, la clé du calcul, le livre le plus riche parmi tous ceux qui ont été publiés entre le XIIIe et le XVIe siècle. C'est aussi le seul ouvrage connu dans lequel l'auteur a consacré une section importante aux procédés géométriques utiles aux architectes et aux décorateurs. On y trouve en effet, clairement exposés, les procédés permettant de réaliser des coupoles de différentes formes et des décorations à 3 dimensions, les fameux muqarnas. Dans le 5e et dernier chapitre consacré à l'algèbre, il évoque un autre ouvrage en préparation, dans lequel il devait exposer les procédés de résolution d'une catégorie d'équations que personne n'avait résolues avant lui. Mais il semble qu'il soit mort avant d'en avoir achevé la rédaction. Encore quelques mots sur la circulation de l'œuvre d'Al-Kashi. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, les fractions décimales, qui sont exposées dans son livre de calcul, ont commencé à circuler, probablement grâce à l'un de ses collègues qui a travaillé avec lui à l'observatoire de Samarcande et qui est revenu à Istanbul après sa conquête en 1453 par les armées seldjoukides. Ces mêmes fractions décimales apparaissent dans un manuel byzantin du XVe siècle qui est arrivé à Vienne en 1562, ce qui rend possible la circulation de cet outil arithmétique en Europe. Un second exemple de transmission concerne le procédé d'approximation utilisé par Al-Kashi pour déterminer la fameuse valeur de sinus 1 degré. Plus tard, on retrouve ce même procédé à Istanbul dans un livre du mathématicien Merim Çelebi. En conclusion, et au vu de ce que j'ai évoqué comme contribution d'Al-Kashi, on comprend pourquoi, aux yeux des historiens des sciences, il est l'un des derniers grands savants des pays d'islam qui a poursuivi des recherches en astronomie et en mathématiques, et probablement
le dernier qui a innové dans ces deux domaines. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.